Dans cette séquence consacrée aux effets indésirables des traitements anti-parkinsoniens, nous allons aborder la question des troubles psychocomportementaux induits par ces traitements. Les manifestations psychocomportementales font partie des signes non moteurs de la maladie de Parkinson. Il s'agit de désordres émotionnels ou de symptômes psychiatriques souvent associés à la maladie. Certaines de ces manifestations sont favorisées par les traitements anti-parkinsoniens, notamment les agonistes dopaminergiques. Il s'agit des hallucinations visuelles, du syndrome de dysrégulation dopaminergique, qui est une addiction au traitement, et des troubles du contrôle des impulsions, qu'on appelle aussi addiction comportementale. Les hallucinations sont des perceptions sans objet. Dans la maladie de Parkinson, elles sont essentiellement visuelles. On va distinguer les hallucinations mineures, parfois appelées hallucinoses. Il s'agit des impressions de passage, très fréquentes dans la maladie, où le patient a l'impression de voir passer des ombres sur les côtés, des impressions de présence et aussi des impressions de mouvement. On retrouve aussi des phénomènes apparentés aux illusions, tels que des déformations d'objets, quand par exemple une petite tache sur la tapisserie est interprétée comme une araignée. Le patient peut aussi présenter des hallucinations plus complexes, où il va voir des personnages, des animaux dans son environnement, comme c'est illustré par exemple sur ce dessin qui représente le récit des hallucinations visuelles d'un patient qui voyait le visage de ses voisins s'imprimer sur les arbustes au fond de son jardin. La sévérité va surtout être conditionnée par le fait que le patient va adhérer ou non à ces hallucinations. Et en cas d'adhésion, il n'est pas rare que s'y associent des idées délirantes. La prévalence est variable selon les études. Le risque de survenue est accru chez les patients âgés, en cas de troubles moteurs sévères et en cas d'aggravation des troubles cognitifs. Les hallucinations sévères sont d'ailleurs souvent associées à la survenue d'une démence et elles constituent la première cause de placement en institution des patients touchés par la maladie de Parkinson. Les mécanismes à l'origine de ces hallucinations visuelles sont multiples et restent en grande partie méconnus. Ces désordres pouvant être induits par le traitement, les voies dopaminergiques sont probablement impliquées, mais pas uniquement. Un certain nombre de travaux ont montré le bénéfice des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, ce qui suggère une implication de la voie cholinergique corticale. Par ailleurs, on oublie trop souvent que la maladie de Parkinson entraîne aussi un dysfonctionnement des récepteurs dopaminergiques de la rétine, ce qui entraîne un trouble de la vision des contrastes, et cette privation sensorielle partielle est l'un des principaux facteurs de survenue d'hallucinations visuelles dans la maladie de Parkinson. Au-delà des désordres sensoriels, des travaux en imagerie anatomique et fonctionnelle ont montré qu'il existe chez ces patients une modification des réseaux impliqués dans le traitement perceptif et cognitif des informations visuelles. Ici, on a comparé les patterns d'activation pendant la réalisation d'une tâche visuelle chez des patients parkinsoniens avec et sans hallucination visuelle. Les résultats montrent une hyperactivation dans les régions frontales qui vient probablement compenser l'hypoactivation, observée ici en bleu, dans les aires visuelles et à la jonction temporopariétale. Dans cette autre étude, les auteurs ont montré des modifications de la microstructure de l'hippocampe chez les patients parkinsoniens avec hallucination visuelle comparativement à ceux qui n'en ont pas, ainsi qu'une réduction des connexions de l'hippocampe avec les régions qui apparaissent en bleu ici, essentiellement les aires visuelles, et une augmentation des connexions avec les régions qui apparaissent en jaune et en rouge, essentiellement les régions corticales associatives. L'un des défis de la recherche actuelle est de pouvoir capter les modifications d'activité cérébrale au moment de la survenue d'une hallucination.
Une seule étude à ce jour a publié un résultat de ce genre chez un seul patient avec une maladie de Parkinson. Elle montre une hypoactivation, ici en bleu, des aires visuelles au moment de la survenue des hallucinations, ainsi qu'une hyperactivation, en jaune et en rouge, des régions associatives du cortex frontal, de l'insula et du thalamus. Ces résultats demandent bien sûr à être confirmés chez d'autres patients. Dans certains cas, le traitement antiparkinsonien peut aussi induire des addictions. C'est un effet indésirable de découverte récente, puisque le premier cas décrit dans la littérature date de 2000 et relate l'existence d'une addiction au traitement dopaminergique chez un patient de 41 ans récemment diagnostiqué. Ce patient avait progressivement et sans l'aval de son neurologue augmenté les doses de traitement. Parallèlement, il avait développé une addiction au jeu et une hyperactivité entraînant des conséquences délétères sur le plan social, familial et professionnel. Ces addictions au traitement sont relativement peu fréquentes puisqu'elles concernent 3,5 à 4% des patients. Le tableau clinique est assez proche de celui de la dépendance aux drogues psychoactives comme la cocaïne, avec une consommation excessive d'agents dopaminergiques à action rapide, la recherche effrénée de cette substance entraînant la constitution de réserves et un nomadisme médical afin de se procurer le plus possible de traitements. S'y associent d'autres conduites addictives comme le jeu problématique et un état hypomaniaque. Les troubles du contrôle des impulsions sont beaucoup plus fréquents. Il s'agit d'addictions sans substance ou addictions comportementales, où le patient ne peut pas résister à l'impulsion de s'engager dans le comportement. Il ressent une forte tension s'il est empêché de le produire et un plaisir ou un soulagement au moment de l'action, avec progressivement une perte de contrôle de son comportement. Ces addictions peuvent exister de façon isolée ou en association. Dans la maladie de Parkinson, il s'agit du jeu problématique, toujours des jeux à récompense immédiate, de l'hypersexualité avec une modification des conduites sexuelles par rapport à l'état antérieur, les achats compulsifs et les troubles du comportement alimentaire, avec notamment une recherche d'aliments sucrés. On retrouve aussi des recherches du risque, un surinvestissement dans les activités de bricolage, les activités créatives ou les collections. S'y associe le plus souvent une hyperactivité, un état hypomaniaque avec une réduction du temps de sommeil, une certaine mégalomanie et toujours un sentiment de bien-être au moment des achats, du jeu, etc. Ces comportements persistent malgré leurs conséquences négatives et la souffrance personnelle qu'ils entraînent. Seul le retrait du traitement incriminé permet d'y mettre fin, au prix le plus souvent d'un syndrome de sevrage qu'il faudra accompagner. Une étude nord-américaine sur un large échantillon de patients atteints de la maladie de Parkinson et sous traitement a montré que 13,6% des patients avaient au moins une addiction comportementale, certaines étant plus fréquentes que d'autres, mais avec des différences selon le sexe des individus. Ces addictions sont nettement plus fréquentes chez les patients traités par agonistes que chez ceux traités uniquement par levodopa, sans différence entre les types d'agonistes et sans relation dose-effet, alors que c'est le cas pour la levodopa. Les mécanismes impliqués dans la survenue des troubles addictifs associés à la maladie de Parkinson restent méconnus. L'hypothèse la plus probable est celle d'un dysfonctionnement des voies dopaminergiques, mésocorticales et mésolimbiques, qui relient l'aire tegmentale ventrale, respectivement au cortex frontal et au striatum ventral. À gauche, on a mesuré le métabolisme au repos chez des patients avec troubles du contrôle des impulsions versus sans ces troubles. Et on observe une hyperactivité du cortex orbitofrontal et cingulaire antérieur ainsi que du striatum ventral chez les patients avec troubles du contrôle des impulsions. À droite, lors d'une tâche de pari,
On observe un plus grand relargage de dopamine au niveau du striatum ventral chez les patients parkinsoniens avec jeu problématique comparativement aux patients sans addiction. Si aucune donnée ne remet en cause l'implication du circuit de la récompense dans la survenue de ces addictions, certaines études suggèrent la participation d'autres mécanismes, notamment cognitifs. Dans cette étude de 2015, nous avons comparé la connectivité corticale au repos des différentes régions du striatum chez des patients parkinsoniens avec et sans trouble du contrôle des impulsions, et on constate que les différences concernent le circuit limbique, mais aussi et essentiellement les circuits associatifs.